Elle frottait Saul pour vivre. Il possédait moitié la ville et enterrait ses ennemis sans une seconde pensée. Elle courait d'un monstre qui jura de la tuer. Il avait déjà perdu tout qu'il jamais aima et comptait vers le bas les jours jusqu'à mort le réclama aussi. Mais quand une mère désespérée cachant son bébé malade trébucha dans le manoir de l'homme le plus dangereux à New York, ni l'un ni l'autre ne s'attendaient à ce qui se passerait ensuite. Ils l'appellent le fantôme parce que ceux qui le croisent simplement disparaissent. Pourtant, ce tueur de sang-froid qui n'a jamais montré de merci à personne se trouva incapable de détourner le regard d'une fillette de 8 mois avec des yeux qui lui rappelaient le fils qu'il enterra. Que se passe-t-il quand l'homme que tout le monde craint devient le seul en qui elle peut avoir confiance? Que se passe-t-il quand un cœur fait de pierre commence à se fissurer? Si vous aimez les histoires qui vous feront rire, pleurer et rester éveillé bien au-delà de votre heure de coucher, abonnez-vous et frappez cette cloche de notification dès maintenant. Donnez un like à cette vidéo si vous êtes prêt à tomber amoureux de ces personnages et partagez-la avec votre meilleur ami parce que, croyez-moi, vous allez avoir besoin de quelqu'un pour parler de cette fin. Maintenant que l'histoire commence. Une nuit de janvier à New York était si froide que le souffle semblait gelé au moment où il quittait les lèvres. Cassidy Moore était agenouillée sur le sol, frottant les toilettes au 12e étage d'un immeuble de bureau, quand le téléphone dans sa poche commença à vibrer. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, 5 heures du matin. Personne n'appelait à cette heure-là à moins que quelque chose n'allait pas. Son cœur se serra quand elle vit le numéro de la crèche briller sur l'écran. Elle retira précipitamment ses gants en caoutchouc, ses mains tremblantes alors qu'elle répondait. La voix de l'enseignante à l'autre bout était plate et distante, comme si elle lisait d'un avis préparé. Emma avait développé une forte fièvre depuis minuit. Le bébé n'arrêtait pas de tousser. La crèche ne pouvait pas accepter un enfant montrant des signes de maladie. Cassidy devait venir la chercher immédiatement. Avant que Cassidy ne puisse dire un mot, l'appel se termina. Elle sauta sur ses pieds, sa tête tournant. Emma, sa minuscule fille de 8 mois, la seule personne qu'elle avait laissée dans ce monde. Cassidy courut hors de l'immeuble, sans dire à personne, se jetant dans l'obscurité glaciale. La neige avait commencé à tomber, des flocons blancs fouettant son visage comme de minuscules aiguilles. Elle courut 3 pâtés de maison parce qu'elle n'avait pas d'argent pour un taxi. Au moment où elle atteignait la crèche, ses lèvres étaient devenues bleues et ses jambes s'étaient engourdies. Emma gisait dans les bras de l'enseignante, son visage rougi par la fièvre. Ses faibles pleurs sonnant comme ceux d'un chaton abandonné, Cassidy serra sa fille contre elle, sentant la chaleur irradiante du petit corps à travers les fines couches de vêtements. Son enfant brûlait de fièvre. Elle porta Emma de retour à la chambre louée délabrée dans un bidonville de Brooklyn. La chambre faisait à peine 10 mètres carrés, les murs tachés de moisissures humides, la fenêtre scotchée parce que le verre s'était brisé il y a longtemps. Le chauffage était en panne depuis 2 semaines. Le propriétaire avait promis de le réparer, mais il ne se montra jamais. Cassidy posa Emma sur le lit, l'enveloppa dans des couvertures, puis ouvrit l'armoire à pharmacie. Elle était vide. Elle avait utilisé le dernier médicament contre la fièvre la semaine précédente et n'avait pas eu d'argent pour en acheter plus. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle regardait sa fille se tordre de douleur fébrile. Le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était la société de nettoyage. Cassidy répondit et la voix de sa directrice arriva, aiguë et en colère. Où était-elle? Pourquoi avait-elle abandonné son corps de travail? Cassidy essaya d'expliquer à propos d'Emma, à propos de la fièvre, à propos d'avoir besoin d'un jour de congé. La directrice la coupa. Il y avait un travail spécial aujourd'hui, un client VIP, un manoir dans l'Upper East Side. Si elle ne se présentait pas, elle était virée. Pas d'exception. Cassidy voulut crier. Elle voulut jeter le téléphone contre le mur, mais elle ne pouvait pas parce que si elle perdait son travail, elle n'aurait pas d'argent pour le loyer, pas d'argent pour le lait d'Emma, pas d'argent pour les médicaments. Elle racla sa gorge et sa fille serait dans les rues dans cet hiver brutal.
Et Derek, son ex-mari violent qui la chassait à travers la ville, la trouverait plus facilement que jamais. Cassidy regarda Emma, sombrant dans le sommeil par épuisement. Elle n'avait personne pour surveiller son enfant. Sa mère était morte. Ses amis étaient partis. Elle était seule dans une ville de 8 millions de personnes, sans une seule main pour l'aider. Elle prit la seule décision qu'elle put. Cassidy vêtit Emma de couches supplémentaires, l'enveloppa dans 3 couvertures et la plaça dans la poussette bancale qu'elle avait achetée dans une friperie pour 5 $. Elle fourra un biberon, des couches et des médicaments contre la fièvre empruntés à une voisine dans son sac. Puis elle poussa la poussette hors de la chambre sombre et s'avança dans la tempête blanche. L'adresse dans le message la mena à l'Upper East Side, où vivaient les gens les plus riches de New York. Cassidy n'y avait jamais mis les pieds auparavant. Elle passa des rues impeccables, des vitrines de luxe, des voitures chères alignées le long des trottoirs. Elle se sentit comme une tache sur une peinture parfaite. Quand elle s'arrêta devant l'adresse indiquée, son cœur s'arrêta presque. Devant elle se tenait un immense manoir, sombre comme la nuit, avec de hautes grilles en fer sculpté de têtes de lion grognantes. Cassidy ne savait pas qu'elle se tenait aux portes de l'enfer, et son propriétaire l'attendait à l'intérieur. Cassidy se tint devant la grille en fer pendant un long moment, n'osant pas entrer. Emma s'agita dans la poussette, ses faibles pleurs avalés par le vent et la neige. Cassidy prit une profonde inspiration et poussa la lourde grille. Elle s'ouvrit sans un bruit, comme si elle était parfaitement huilée, comme si elle invitait sa proie à entrer. Un chemin de pierre noire la mena à travers un jardin stérile. Des statues de pierre se tenaient éparpillées des 2 côtés, leurs visages froids saupoudrés de neige blanche, leurs yeux creux semblant suivre chacun de ses pas. Cassidy frissonna et tira la couverture plus étroitement sur le visage d'Emma. Elle marcha plus vite, les roues de la poussette cliquetant contre la pierre, le son résonnant dans le silence. La porte d'entrée du manoir était faite de chênes massifs, s'élevant à 3 fois sa hauteur, sculptée de motifs complexes qu'elle ne put reconnaître. Cassidy chercha une sonnette, mais n'en trouva aucune. Elle poussa légèrement, et la porte s'ouvrit comme si la maison l'avait attendue. À l'intérieur, Cassidy dut s'arrêter pour laisser ses yeux s'adapter à l'obscurité. Puis elle le vit et elle oublia comment respirer. Le hall principal était aussi vaste qu'une cathédrale. Le plafond s'élevait haut au-dessus, avec un énorme lustre en cristal suspendu dans l'air. Des milliers de cristaux captant la faible lueur des bougies placées dans tout l'espace. Le sol en marbre noir brillait comme un miroir reflétant sa petite silhouette perdue et sale au milieu du luxe froid. Flanqué de l'escalier se trouvaient d'anciennes peintures à l'huile dans des cadres dorés, des visages nobles la regardant avec mépris. Cassidy se sentit comme une fourmi qui s'était égarée dans le palais des dieux. Non, pas des dieux, des démons, parce que quelque chose dans cette maison la terrifiait jusqu'aux os. L'air était lourd et froid, portant un parfum qu'elle ne pouvait nommer. Le parfum de la solitude, le parfum de la douleur, le parfum de la mort. Une fine couche de poussière recouvrait tout, comme si la maison avait été abandonnée pendant des années, bien qu'habitée. Emma fut prise d'une longue quinte de toux, tirant Cassidy de ses rêveries. Le bébé tremblait de froid. Cassidy devait trouver de la chaleur immédiatement. Elle poussa la poussette à travers le hall, ses pas résonnant sur le sol en pierre glacée. Elle ouvrit la première porte au rez-de-chaussée. Un vaste salon avec de profonds canapés en velours rouge et une cheminée en pierre qui était froide depuis longtemps. Elle chercha l'interrupteur du chauffage et l'alluma. Rien ne se passa, cassé. Elle se précipita dans la pièce suivante, une salle à manger avec une table assez longue pour 20 personnes. Des chaises vides alignées comme des fantômes attendant un festin qui ne viendrait jamais. Le chauffage là était cassé aussi. La panique commença à monter dans sa poitrine. Elle prit Emma dans ses bras et courut dans l'escalier. Le 2e étage, une chambre d'amis, cassée.
une bibliothèque remplie de milliers de livres couverts de poussière. Cassé. Une salle de loisirs avec une table de billard et un vieux piano. Cassé. Emma commença à pleurer plus fort, le son rebondissant à travers les couloirs vides. Cassidy voulut pleurer avec elle. Elle courut au 3e étage, ouvrant porte après porte en désespoir. Puis, au bout du couloir, elle la trouva. Un bureau avec un grand bureau en chêne, des bibliothèques du sol au plafond, et surtout, un chauffage qui libérait de l'air chaud quand elle actionna l'interrupteur. Cassidy faillit pleurer de soulagement. Elle poussa la poussette d'Emma dans la pièce et la plaça près du chauffage. Mais pas trop près. Elle enleva quelques couches de sa fille, essuya la sueur du front du bébé et lui donna des médicaments contre la fièvre. Emma racla sa gorge, se calma lentement, ses paupières lourdes se fermant d'épuisement. Cassidy laissa échapper un long soupir et embrassa le front de sa fille. Elle fourra le moniteur bébé dans sa poche et décida de commencer à travailler pendant qu'Emma dormait. Elle devait finir avant le retour du propriétaire. Elle ne voulait rencontrer personne dans cette maison hantée, mais le destin avait d'autres plans. Cassidy ne savait pas qu'alors qu'elle frottait l'escalier au 1er étage, une voiture noire élégante s'était arrêtée devant le portail et le propriétaire du manoir, l'homme que tout New York appelait le fantôme, entrait dans sa propre maison. Cassidy était agenouillée sur la 12e marche, frottant la pierre quand elle entendit le cri d'Emma, mais pas son cri habituel. C'était le cri de la peur, le cri d'un enfant qui s'était réveillé dans le noir et ne trouvait pas sa mère. Cassidy laissa tomber la serpillière et monta les escaliers comme une flèche, son cœur martelant sa poitrine, ses pieds glissant sur les marches de pierre polie. Le moniteur bébé dans sa poche ne fit aucun son. Il s'était cassé à un moment donné sans qu'elle ne le réalise. Elle courut à travers le couloir du 2e étage et jusqu'au 3e, son souffle venant si vite qu'elle sentit qu'elle pourrait s'étouffer. Les pleurs d'Emma s'arrêtèrent. Le silence soudain était plus terrifiant que le son lui-même. Cassidy poussa la porte du bureau et se figea. Un homme se tenait au centre de la pièce, le dos tourné vers elle, grand, aux épaules larges, portant un long manteau noir aussi sombre que la nuit, des cheveux noirs légèrement ébouriffés, et dans ses bras se trouvait Emma, sa fille, sa minuscule fille de 8 mois, reposant contre la poitrine d'un étranger. Cassidy voulut crier. Elle voulut se précipiter et arracher son enfant de son étreinte, mais ses pieds se sentirent cloués au sol parce qu'elle vit quelque chose sur le bureau. Un élégant pistolet noir gisait froid et silencieux sur la surface en bois. L'homme se balançait doucement, un léger chuchotement quittant sa bouche. Emma ne pleurait plus. Elle regardait le visage de l'étranger avec de grands yeux. Une minuscule main agrippant son col. Puis l'homme se retourna et Cassidy oublia comment respirer. Son visage était d'une beauté terrifiante. Des traits acérés comme sculptés dans le granit, une mâchoire forte ombragée par quelques jours de barbe. Des yeux de la couleur d'une tempête, froids comme un lac gelé en hiver. Pourtant, au fond de ses yeux, Cassidy vit quelque chose qui la retint en place. Douleur, vieille douleur, douleur profonde, comme une blessure qui avait guéri en surface, mais saignait encore en dessous. « Qui êtes-vous » Sa voix était basse, sans colère ni menace, seulement de l'épuisement et quelque chose proche de la confusion. « Je suis Cassidy, Cassidy Moore. » Sa voix trembla et elle dut déglutir avant de continuer. « La femme de ménage. La compagnie m'a envoyé. Je ne savais pas que vous reviendriez aujourd'hui. » Il l'étudia un long moment, son regard allant de ses cheveux emmêlés à ses chaussures usées, puis vers Emma dans ses bras. « Cet enfant, elle est à vous. » Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Cassidy hocha la tête, incapable de parler. Elle osa faire un pas en avant, ses bras tendus dans une supplication silencieuse. Elle pleurait, dit l'homme, ne revenant toujours pas. « Emma, je suis entré, je l'ai entendu pleurer.
Je suis venu ici et je l'ai trouvée. Elle pleurait seule. Je suis désolé. Des larmes glissèrent sur les joues de Cassidy. Elle est malade. La crèche ne voulait pas la prendre. Je n'ai personne pour la surveiller. J'ai besoin de ce travail. S'il vous plaît, ne me virez pas. Je ne l'amènerai plus. S'il vous plaît. Cassidy attendit la rage, les cris, d'être jeté hors de la maison immédiatement. Mais l'homme resta là, regardant Emma avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire. Combien de mois? La question inattendue la fit hésiter. 8 mois. L'homme ferma les yeux. 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes. Assez longtemps pour que Cassidy pense qu'il ne les rouvrirait peut-être plus jamais. Quand il le fit, quelque chose avait changé. Les yeux gris scintillaient étrangement, comme retenant quelque chose sur le point de se briser. 8 mois, répéta-t-il, sa voix rauque. Mon fils aurait 8 mois aussi, s'il était encore en vie. Cassidy ne savait pas quoi dire. Elle resta là, les larmes coulant toujours, regardant un étranger tenir sa fille comme si elle était quelque chose d'inestimable. Finalement, il fit un pas en avant et plaça délicatement Emma dans les bras de Cassidy, mais ses mains s'attardèrent comme hésitantes à la laisser partir. Quand Emma quitta son étreinte, Cassidy le vit déglutir difficilement. « Vous pouvez l'amener ici, dit-il, sa voix retrouvant sa froideur antérieure. Chaque fois que vous en avez besoin. Cette pièce est assez chaude. » Cassidy n'en crut pas ses oreilles. « Qu'avez-vous dit? » ?»« J'ai dit, vous pouvez amener votre enfant ici quand vous en avez besoin. » Il se détourna et marcha vers la fenêtre, regardant le rideau blanc de neige. « Je suis Maxwell Thornton. C'est ma maison et je viens de vous donner la permission de rester. » Maxwell Thornton. Le racla sa gorge, non fit le sang de Cassidy se glacer. Elle l'avait déjà entendu. Tout le monde à New York avait le fantôme, le chef de la mafia le plus notoire de la côte Est, l'homme dont les ennemis disparaissaient sans laisser de traces. Elle se tenait dans la maison d'un diable, et le diable venait de lui offrir, à elle et à sa fille, un abri. Maxwell resta douce à elle, ses épaules rigides sous le manteau noir. « J'ai besoin de café, » dit-il, sa voix creuse et lourde. « Savez-vous faire le café? » Cassidy serra Emma fort et hocha la tête même s'il ne pouvait pas la voir. « Oui, bien, faites une cafetière, je descendrai sous peu. » Il ne dit rien de plus. Cassidy sortit Emma de la pièce, ses jambes tremblant si fort qu'elle faillit tomber. Alors qu'elle franchissait le seuil, la voix de Maxwell résonna derrière elle. « Cassidy. » Elle s'arrêta, n'osant pas se retourner. « Bienvenue au manoir Thornton. » Puis le silence. Cassidy continua, serrant sa file contre elle, son cœur battant sauvagement. Elle ne savait pas pourquoi l'homme le plus terrifiant de New York avait regardé son enfant de cette façon. Elle ne savait pas pourquoi il l'avait laissé rester. Mais une chose qu'elle savait avec certitude, sa vie venait de prendre un chemin complètement différent, et il n'y avait pas de retour en arrière. L'appel vint le lendemain matin, juste au moment où Cassidy rentrait dans la chambre louée humide. Un numéro inconnu, elle répondit avec prudence. La voix d'une femme plus âgée arriva, calme mais ferme. Elle se présenta comme Gloria Chen, la gouvernante de la famille Thornton. Monsieur Thornton voulait que Cassidy devienne la femme de chambre officielle au manoir. Le salaire serait 3 fois son salaire actuel, logement inclus si elle en avait besoin. À partir de demain, Cassidy faillit laisser tomber le téléphone. Elle voulut refuser. Chaque cellule de son corps lui criait de rester loin de cet homme. Mais ensuite, elle regarda Emma allongée sur le lit usé. Son nez encore rouge de froid, et la pièce avec le chauffage cassé, les murs humides, les cafards rampant dans les coins sombres. Elle pensa à Derek, son ex-mari, toujours tapi quelque part dehors, attendant une ouverture. Elle pensa à l'argent dans son portefeuille, pas assez pour acheter du lait pour sa fille la semaine prochaine. « J'accepte », s'entendit dire Cassidy, et juste comme ça, les deux déménagèrent au manoir Thornton. La chambre des domestiques était au premier étage, nichée derrière la cuisine.
Petite mais propre, chaude, avec une fenêtre donnant sur le jardin. Comparé à son ancien endroit, c'était le paradis. Emma avait un nouveau berceau, des couvertures chaudes, du bon lait. Pour la première fois depuis des mois, Cassidy dormit sans crainte d'être réveillée en sursaut par des rats qui couraient ou les coups menaçants du propriétaire exigeant le loyer. Mais avec le confort, la peur commença à grandir. Les premiers jours, Cassidy observa tout autour d'elle avec des yeux méfiants, et elle le vit. Des hommes en costume noir se déplaçaient dans le manoir comme des ombres. Ils ne lui parlaient pas, ils ne la regardaient même pas, mais elle savait qu'ils regardaient toujours. Chacun d'eux portait des oreillettes sans fil. Chacun avait une légère bosse à la hanche où un pistolet était caché. Elle vit des voitures noires blindées garées dans le garage, des vitres pare-balles, des plaques d'immatriculation qui ne menaient nulle part. Elle vit des caméras de sécurité dans chaque coin, chaque couloir, chaque pièce sauf les chambres et les salles de bain. Elle vit des réunions secrètes dans le bureau de Maxwell. La porte bien fermée, des voix basses s'échappant sans mots clairs. Une nuit, Cassidy se réveilla assoiffée. Elle alla à la cuisine et entendit des voix venant du salon. Elle savait qu'elle ne devrait pas écouter aux portes, mais ses pieds refusant de bouger. La voix de Maxwell retentit, froide comme de l'acier. Il a osé toucher ma cargaison. Pense-t-il que je suis mort? Une autre voix d'homme répondit, plus jeune, étrangement familière. Je m'en occuperai, frère Maxwell. Les Castellanos ne seront pas un problème après ce soir. Maxwell laissa échapper un petit rire. Pas besoin de les tuer tous, juste assez pour leur faire comprendre qui dirige cette ville. Cassidy frissonna. Elle recula, essayant de ne pas faire de bruit, mais son pied heurta un pied de chaise. Le petit bruit résonna dans la nuit silencieuse comme le tonnerre. Le silence tomba sur le salon. Puis des pas. Cassidy se figea quand Maxwell apparut dans l'embrasure de la porte, les yeux gris froids et fixés sur elle. Derrière lui se tenait un homme plus jeune, son visage ressemblant à celui de Maxwell, mais plus doux, ses yeux curieux alors qu'il l'étudiait. « Qu'avez-vous entendu ?» demanda Maxwell, sa voix vide d'émotion. Cassidy déglutit. Elle aurait pu mentir. Elle aurait pu faire semblant de n'avoir rien entendu. Mais en regardant dans ses yeux, elle sut qu'il la verrait à travers instantanément. « J'ai assez entendu, » murmura-t-elle. « Assez pour savoir qui vous êtes. » Maxwell s'approcha, assez près pour qu'elle sente le parfum cher mélangé au whisky. Il la regarda de haut en bas, son regard illisible. « Et que pensez-vous? » Cassidy prit une profonde inspiration. « Je pense que je le savais dès le premier jour. J'ai grandi à Brooklyn. Je reconnais la mafia quand je la vois. » Maxwell haussa un sourcil surpris. « Alors pourquoi êtes-vous resté? »« Parce que je n'avais pas le choix, » répondit Cassidy honnêtement. « Et parce que vous ne m'avez pas blessé, moi ou ma fille. La vérité était la vérité. Jusqu'à présent, aussi terrifiant que soit Maxwell Thornton, il ne l'avait pas blessé. Au lieu de cela, il lui avait donné un travail, un endroit où vivre, un espace chaud et sûr pour Emma. Maxwell l'étudia un long moment. Puis il recula et se tourna vers l'homme plus jeune. « C'est Isaac, mon frère. » Isaac hocha la tête à Cassidy, un sourire amical si différent de la froideur de son frère. « Vous êtes Cassidy. » Isaac dit. « Mon frère vous a mentionné, vous et le bébé. » Maxwell se détourna, l'interrompant. « Retournez dans votre chambre, oubliez ce que vous avez entendu, et ne vous promenez plus dans la maison la nuit. » Cassidy hocha la tête et se tourna pour partir. Mais avant qu'elle ne disparaisse au coin du couloir, la voix de Maxwell revint. « Cassidy !» Elle s'arrêta. « Vous êtes en sécurité ici, vous et l'enfant. Personne n'est autorisé à toucher ce qui est à moi. » Elle ne savait pas s'il le pensait ou s'il la gardait simplement silencieuse. Mais cette nuit-là, allongée à côté d'Emma alors qu'elle dormait paisiblement, Cassidy réalisa quelque chose d'étrange. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit protégée par un chef de la mafia, par un tueur, par un homme que le monde entier appelait le fantôme. 2 semaines passèrent à l'intérieur du manoir Thornton.
Cassidy s'habitua progressivement au rythme étrange de la vie là-bas. Pendant la journée, elle nettoyait, cuisinait et s'occupait d'Emma. La nuit, elle restait tranquillement dans sa chambre, faisant semblant de ne pas entendre les pas, les conversations tardives, les voitures arrivant et partant dans l'obscurité. Maxwell apparaissait rarement. Il était vraiment comme un fantôme allant et venant sans que personne ne le sache. Mais Cassidy remarqua une chose. Chaque fois qu'il était à la maison, ses yeux gris cherchaient toujours Emma. Il ne s'approchait pas, il ne touchait pas le bébé. Il se tenait seulement à distance et regardait avec l'expression de quelqu'un endurant un tourment sans nom. Une nuit, Cassidy se réveilla à un bruit étrange. Ce n'était pas Emma. Le bébé dormait paisiblement dans son berceau. Le son venait de l'extérieur de sa chambre, du couloir menant à la cuisine. Elle ouvrit la porte doucement et vit une silhouette debout devant sa chambre. Maxwell, elle ne savait pas depuis combien de temps il se tenait là, regardant à travers la porte légèrement ouverte le berceau placé près de la fenêtre. Le clair de lune tombait sur son visage et Cassidy vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Douleur brute, non dissimulée, comme si dans l'obscurité. Maxwell n'avait plus besoin d'un masque. « Que faites-vous ici ?» demanda Cassidy doucement, ne voulant pas le surprendre. Maxwell ne répondit pas tout de suite. Il continua de regarder dans la pièce le petit berceau où Emma dormait. Quand il parla, sa voix était rauque, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis très longtemps. Elle dort si paisiblement. Thomas n'a jamais dormi comme ça. Il pleurait la nuit. Victoria devait rester éveillée toute la nuit pour le calmer. Cassidy resta immobile, osant à peine respirer. C'était la première fois que Maxwell prononçait les noms de sa femme et de son enfant. La première fois qu'il avait ouvert la porte de son passé. « Victoria était ma femme », continua Maxwell, ses yeux toujours fixés sur l'obscurité. « Nous nous sommes mariés parce que nos familles l'avaient arrangé. Deux lignées mafieuses formant une alliance. Je pensais que ce serait un mariage froid, mais je me suis trompé. » Il fit une pause, déglutissant difficilement. Elle était la seule personne qui n'avait pas peur de moi. Elle osait discuter avec moi, osait me frapper quand je parlais de travers, osait m'aimer, même en sachant que j'étais un diable. Et quand Thomas est né, j'ai pensé que ma vie était complète. Cassidy sentit son cœur se serrer. Elle savait que cette histoire ne finirait pas bien. Les Castellanos. Maxwell cracha le nom comme s'il était du poison. Un gang rival voulait mon territoire. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas me tuer, alors ils ont tué ce qui comptait le plus. Il se tourna pour regarder Cassidy, et elle vit ses yeux gris briller au clair de lune. Victoria nourrissait Thomas quand ils ont fait irruption. Elle l'a attrapé et a couru dans la chambre, essayant de se cacher, mais ils l'ont trouvé. La voix de Maxwell se brisa. Il ne put continuer. Elle mourut le tenant dans ses bras, essayant toujours de le protéger même après avoir été abattue. Quand je suis rentré à la maison, je les ai trouvés allongés dans une mer de sang. Thomas était toujours dans les bras de sa mère comme s'il dormait. Mais il ne dormait pas. Cassidy ne réalisa pas qu'elle pleurait avant de sentir des larmes glisser sur son menton. Elle voulut dire quelque chose pour le réconforter. Racla sa gorge. Mais il n'y avait pas de mots assez grands pour ce genre de douleur. « Je les ai tous tués », dit Maxwell, sa voix creuse. « Le dernier. De mes propres mains, je les ai fait supplier, je les ai fait crier, mais cela n'a rien changé. Victoria était toujours morte, Thomas était toujours mort, et j'étais toujours en vie, toujours me réveillant chaque jour dans cette maison vide. Il s'appuya contre le mur comme si ses jambes n'avaient plus la force de le soutenir. Je suis allé en Allemagne pendant 6 mois, j'ai essayé de fuir, mais je ne pouvais pas échapper aux souvenirs. Je ne pouvais pas échapper aux pleurs de Thomas dans ma tête chaque nuit. Je ne pouvais pas échapper au parfum de Victoria sur l'oreiller. Maxwell leva les yeux vers Cassidy et elle vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru. Des larmes glissant sur ce visage froid de granit. Le chef de la mafia le plus terrifiant de New York pleurait devant elle.
Pas de sanglots, pas de respiration tremblante, juste des larmes silencieuses tombant, comme s'il s'était habitué à pleurer seul. Puis j'ai rencontré Emma, murmura Maxwell. Oui, moi, exactement comme Thomas le serait s'il était encore en vie. Et je ne peux pas détourner le regard. Je n'arrête pas de regarder. Même si chaque fois que je la vois, mon cœur a l'impression d'être déchiré pièce par pièce. Cassidy ne savait pas ce qu'elle faisait avant de sentir sa main se poser sur l'épaule de Maxwell. Il tressaillit sous le toucher doux, comme si cela faisait beaucoup trop longtemps que personne ne l'avait touché avec gentillesse. « Ce n'est pas votre faute, dit-elle, sa voix se brisant. Ce qui s'est passé n'était pas votre faute. Maxwell secoua la tête, les larmes coulant toujours. J'étais le mari, le père. C'était mon travail de les protéger, et j'ai échoué. Personne ne peut protéger les gens qu'il aime de tout, dit Cassidy doucement, des larmes coulant sur ses propres joues. Croyez-moi, je connais ce sentiment, le sentiment de ne pas être assez fort pour protéger, le sentiment d'échec. Mais vous êtes toujours en vie, et parfois rester en vie est la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire. Maxwell la regarda, et pour la première fois, Cassidy ne vit plus le fantôme terrifiant. Elle ne vit qu'un homme brisé par la perte de tout, tout comme elle. Elle ne savait pas qui bougea en premier. Mais l'instant d'après, Maxwell reposait sa tête sur son épaule et qu'elle le tenait comme s'il était un enfant qui pleurait. Deux âmes solitaires dans un vaste manoir, se tenant l'une l'autre dans l'obscurité, partageant la douleur sans avoir besoin d'un seul mot de plus. Un mois s'était écoulé depuis cette nuit. Cassidy et Maxwell ne parlèrent plus jamais de ce qui s'était passé dans le couloir sombre. Mais quelque chose entre eux avait changé. Les regards s'attardaient plus longtemps. Les silences n'étaient plus lourds. Maxwell commença à apparaître plus souvent pendant les repas d'Emma, assis dans le coin de la pièce, regardant Cassidy la nourrir au biberon avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire. La vie à l'intérieur du manoir Thornton, étrangement, était plus paisible que partout où Cassidy avait jamais vécu. Elle commença à oublier sa peur, commença à oublier que quelque part dehors, un diable la cherchait toujours. Jusqu'à ce jour, Gloria demanda à Cassidy de marcher jusqu'à l'épicerie, à quelques pâtés de maison pour ramasser quelque chose pour le dîner. Emma faisait sa sieste de l'après-midi, et Gloria la surveillerait. Cassidy accepta, ressentant même un petit soulagement à l'idée de sortir et de respirer librement après des semaines confinées entre quatre murs. Elle mit son manteau, enroula une écharpe autour de son cou et sortit. Le temps était plus chaud que le mois précédent. La neige fondait lentement et révélait des plaques d'herbe jaunies en dessous. Cassidy marcha jusqu'au magasin, acheta tout sur la liste et rentra. Elle pensait à Emma, à la laisser essayer un nouveau type de bouillie ce soir-là quand elle le vit. Derek debout de l'autre côté de la rue, la fixant droit. Le visage familier fit Cassidy avoir envie de vomir. Cheveux bruns sales, yeux injectés de sang à cause de trop d'alcool. Ce sourire cruel qu'elle avait vu des centaines de fois avant chaque passage à tabac. Il semblait plus maigre qu'elle ne se souvenait, plus usé, mais la folie dans ses yeux était inchangée. « Je t'ai trouvé, Cassidy, » dit Derek, sa voix stridente coupant la rue tranquille. « Tu pensais pouvoir te cacher de moi. » Cassidy laissa tomber le sac d'épicerie. Elle se retourna et courut. Son cœur claqua comme s'il allait éclater de sa poitrine. Ses pieds trébuchèrent sur le trottoir mouillé. Elle entendit des pas lourds et frénétiques la poursuivre par derrière. Elle n'osa pas regarder en arrière. Elle tourna dans une allée, espérant qu'elle mènerait vers le manoir. Une erreur. L'allée était un cul-de-sac. Un haut mur de briques bloquait son chemin. Pas d'évasion. Cassidy se retourna et vit Derek debout à l'entrée de l'allée, coupant sa seule issue. Il avança pas à pas, lentement comme une bête savourant la peur de sa proie. « Sais-tu combien de temps il m'a fallu pour te trouver? » grogna Derek. « 6 mois. 6 mois. J'ai déchiré toute cette ville. J'ai demandé à tout le monde. J'ai vérifié partout. Et finalement tu es là,
profitant d'un quartier riche pendant que je dormais dans les rues. Cassidy recula jusqu'à ce que sa colonne vertébrale heurte le mur de briques froid. Elle tremblait, non pas de froid, mais des souvenirs qui affluaient, des nuits battues à mort, traînées par les cheveux sur le sol. La nuit où il lui a donné un coup de poing dans le ventre quand elle était enceinte de 6 mois, lui coûtant presque Emma. « Derek, s'il te plaît, » supplia-t-elle, sa voix tremblante. « Que veux-tu? »« Ce que je veux. » Il rit, un son fou résonnant dans l'étroite allée. « Je te veux morte, Cassidy. Tu as osé me quitter. Tu as osé m'humilier. Tu as osé prendre mon enfant. Ce bébé est à moi. Tu es à moi et personne ne prend ce qui m'appartient. » Il se jeta sur elle. Cassidy cria, mais le son fut coupé alors que la main de Derek se refermait sur sa gorge. Il la plaqua contre le mur, sa tête claquant contre la brique, des étoiles explosant dans sa vision. « Tu pensais pouvoir m'échapper ?» siffla Derek, son souffle imbibé d'alcool lui brûlant le visage. « Tu t'es trompé. » Il la frappa 1 fois, 2 fois. Cassidy s'effondra au sol, le goût du sang remplissant sa bouche. Elle essaya de ramper, mais Derek lui donna un coup d'épée dans le ventre, la faisant se recroqueviller de douleur. Emma, c'était la seule pensée dans son esprit. Sa fille. Qui s'occuperait d'Emma si elle mourait? Qui la protégerait de ce monde cruel? Elle ne pouvait pas mourir ici. Elle devait vivre pour Emma. Cassidy essaya de se lever, mais Derek lui attrapa les cheveux et lui tira la tête en arrière. « Tu vas mourir ici, » lui murmura-t-il à l'oreille. « Et puis je trouverai le bébé. Je lui apprendrai ce qu'est la souffrance, tout comme je t'ai appris. »« Non !» cria Cassidy, alors qu'une force désespérée la traversait. Elle se tordit et griffa le visage de Derek avec tout ce qu'elle avait. Il cria de douleur et lâcha prise. Cassidy se jeta vers l'entrée de l'allée, mais ses jambes étaient faibles. Sa tête tournait à cause des coups. Elle n'alla pas loin avant que Derek ne la rattrape et ne la pousse face contre terre. Tous deux, il la plaqua au sol, ses 2 mains se resserrant autour de sa gorge. « Cette fois, tu ne t'échapperas pas. » Cassidy ne pouvait plus respirer. Elle regarda le ciel gris, des points brillants dansant devant ses yeux. Elle pensa à Emma, au sourire de sa fille, à la première fois qu'elle avait dit « maman ». Elle ne voulait pas mourir. Elle ne voulait pas laisser sa fille seule. Mais sa force s'amenuisait, l'obscurité se refermait, puis soudain, le poids sur son corps disparut. Cassidy toussa violemment, aspirant l'air dans ses poumons. À travers ses larmes, elle vit 2 hommes vêtus de noir tirer Derek loin d'elle. Et debout au bout de l'allée, silencieux comme un fantôme en plein jour, se trouvait Maxwell Thornton. Ses yeux gris n'étaient plus froids. Ils brûlaient, un feu d'enfer que Cassidy n'avait jamais vu auparavant. Maxwell s'approcha de Derek, qui était fermement retenu par les 2 gardes. Il ne parla pas. Il regarda seulement. Puis il se tourna vers Cassidy, s'agenouilla à côté d'elle et la souleva doucement. Son visage était contusionné. Du sang coulait du coin de sa bouche, mais elle était en vie. « Qui vous a fait ça? » demanda Maxwell, sa voix terrifiante de calme. Cassidy ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. Maxwell regarda Derek et comprit tout. Il serra Cassidy dans ses bras, une main la stabilisant, l'autre essuyant le sang de son visage. « Il ne vous touchera plus jamais, » dit Maxwell. Sa voix froide comme de la glace. « Je le jure. » Puis il fit signe aux hommes en noir. Ils traînèrent Derek, ses cris résonnants puis s'estompant à l'intérieur d'une voiture noire garée à l'entrée de l'allée. Cassidy ne demanda pas où ils emmenaient Derek. Elle ne voulait pas savoir. Elle s'effondra contre la poitrine de Maxwell, sanglotant de façon incontrôlable, tandis que ses bras l'enveloppaient comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Maxwell ramena Cassidy au manoir en silence. Elle était assise à côté de lui dans la voiture blindée noire, son corps tremblant de façon incontrôlable, même si le chauffage était à fond. Il ne dit pas un mot. Il enleva seulement son manteau et le drapa sur ses épaules. Son eau de Cologne l'entourait, chaude et étrangement sûre. Quand ils atteignirent le manoir,
Gloria attendait déjà à la porte, son visage pâle d'inquiétude. « Emma dort toujours, dit-elle. » Le bébé ne savait rien. Cassidy laissa échapper un soupir tremblant. Au moins sa fille ne l'avait pas vue comme ça. Maxwell la conduisit à l'étage dans une chambre au 2e étage. Non pas la petite chambre des domestiques, mais une pièce spacieuse avec un grand lit et des fenêtres donnant sur le jardin. Son médecin privé était déjà là. Un homme d'âge moyen aux mains fermes et aux yeux qui ne posaient pas de questions. Il soigna les blessures de Cassidy en silence. Sa lèvre fendue nécessitait 2 pointes de suture. Les contusions autour de son œil prendraient des semaines à disparaître. Une de ses côtes avait une petite fracture. Pas grave, mais douloureuse à chaque respiration. Cassidy endura tout sans pleurer. Elle avait assez pleuré. Quand le médecin partit, Maxwell resta dans le coin de la pièce, le dos contre le mur, ses yeux ne la quittant pas une seconde. Il avait changé de vêtements. Cassidy remarqua qu'il portait quelque chose de différent de l'allée. Et sur la manche de sa chemise blanche, il y avait quelque chose de rouge foncé, comme du sang séché. Elle ne demanda pas de qui était ce sang. « Il ne vous cherchera plus jamais », dit Maxwell doucement, rompant le silence. Cassidy le regarda et comprit le sens de ses mots. Derek était mort. L'homme qui avait été son mari, qui l'avait battu pendant des années, qui avait failli la tuer, elle et l'enfant dans son ventre, n'existait plus dans ce monde. Elle attendit que la peur vienne, le dégoût, la culpabilité pour une vie prise. Mais rien ne vint, seulement du soulagement. Un soulagement profond si accablant qu'elle eut envie de pleurer. Elle avait vécu dans la peur de Derek pendant des années, peur de son ombre, peur de sa voix, peur de ses pas. Et maintenant cette peur était partie pour toujours, de la main d'un chef de la mafia. « Pourquoi ?» demanda Cassidy d'une voix rauque. « Pourquoi avez-vous fait ça pour moi ?» Maxwell ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha du lit et s'assit à côté d'elle, assez près pour qu'elle puisse compter ses cils noirs épais. Assez près pour voir les petites cicatrices sur son visage sculpté. « Parce que je n'ai pas pu sauver ma femme et mon enfant, » dit Maxwell, sa voix se brisant. « Mais je pouvais vous sauver, vous et le bébé. » Cassidy sentit les larmes couler même si elle pensait n'en avoir plus. Maxwell leva la main et essuya délicatement une larme de sa joue avec son pouce. Sa main était chaude. La main qui avait tué pour elle était assez chaude pour lui donner envie de s'y blottir et de pleurer. « Quel genre d'homme êtes-vous » murmura-t-elle. « Quelqu'un qui tue sans hésitation, pourtant est doux avec un enfant qui n'est pas le sien, cruel envers ses ennemis, pourtant sauvant une femme qui n'a rien à donner en retour. » Maxwell la regarda, ses yeux gris profonds comme une mer orageuse. « Je suis un diable, Cassidy, » dit-il. « J'ai fait des choses que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai plus de sang sur les mains que vous ne pourriez jamais en compter. Mais avec vous, avec Emma, je veux être quelqu'un d'autre. Même si ce n'est que faire semblant, même si ce n'est que pour un instant, ce n'est pas faire semblant, dit Cassidy, ne sachant d'où venait le courage. Un homme qui fait semblant ne pleure pas comme vous avez pleuré cette nuit-là. Un homme qui fait semblant ne regarde pas ma fille comme si elle était son monde entier. » Maxwell se figea. Il la regarda comme si elle avait vu clair en lui. Peut-être l'avait-elle fait. « Vous devriez vous reposer, dit-il, se levant comme pour partir. » Mais la main de Cassidy attrapa sa manche, un acte instinctif, une supplication sans mots. « Restez, murmura-t-elle. S'il vous plaît, je ne veux pas être seul ce soir. » Maxwell regarda sa main sur sa manche, puis dans ses yeux, et Cassidy vit le mur de glace dans ses yeux gris se fissurer. Il ne dit rien. Il se rassit simplement à côté du lit, puis enleva ses chaussures et s'allongea à côté d'elle, gardant juste assez de distance pour ne pas toucher, mais assez près pour qu'elle sente sa chaleur. Ils restèrent là dans l'obscurité, regardant le plafond, ne disant rien. Cassidy entendit son propre battement de cœur, entendit la respiration régulière de Maxwell à côté d'elle, entendit le vent dehors de la fenêtre. « Merci, murmura-t-elle dans l'obscurité, de m'avoir sauvé, d'avoir sauvé ma fille. »
Maxwell ne répondit pas. Mais dans la nuit, sa main trouva la sienne, leurs doigts s'entremêlant. Une petite connexion entre deux hommes brisés. Cassidy ne sut pas quand elle s'endormit. Mais alors qu'elle s'endormait, pour la première fois depuis des années, elle n'eut pas de cauchemar. Pour la première fois, elle se sentit vraiment en sécurité. À l'intérieur du manoir du diable, à côté du chef de la mafia le plus redouté de New York, sa main tenait toujours la sienne quand l'aube vint enfin. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit. Les blessures sur le visage de Cassidy guérissaient lentement, ne laissant que de légères ecchymoses qu'une légère couche de maquillage pouvait cacher. Mais le plus grand changement n'était pas dans son corps, c'était dans l'espace entre elle et Maxwell. Ils n'étaient plus simplement propriétaires et femmes de ménage. Ils n'étaient rien de clairement défini non plus. Ils étaient juste 2 personnes partageant des repas en silence. Des regards persistants et le contact accidentel occasionnel des mains qui les faisaient frissonner tous les deux. Maxwell commença à rentrer plus tôt. Il commença à dîner avec Cassidy et Emma au lieu de seul dans son bureau. Il commença à s'asseoir sur le sol du salon, regardant Emma jouer avec les blocs de bois colorés qu'il avait en quelque sorte commandés de quelque part. Il ne prenait toujours pas Emma. Il gardait toujours ses distances, comme s'il craignait que s'approcher trop près ne le fasse s'effondrer, mais ses yeux ne la quittaient jamais. Et Emma, guidée par l'instinct tranquille d'un enfant, semblait le sentir. Elle commença à ramper vers Maxwell chaque fois qu'elle le voyait, lui offrant des jouets, riant ouvertement quand il était prêt, babillant des sons dénués de sens comme si elle essayait de lui parler. Maxwell se figeait chaque fois que cela arrivait, comme un cerf pris dans les phares, incertain s'il devait avancer ou reculer. Cet après-midi commença comme n'importe quel autre. Cassidy préparait le dîner dans la cuisine. Emma, assise dans sa chaise haute à proximité, jouant avec de petits morceaux de fruits que Cassidy lui avait coupés. Maxwell entra dans la cuisine, toujours racla sa gorge dans son costume habituel, sa cravate desserrée et ses manches retroussées jusqu'au coude. Il semblait fatigué, les rides autour de ses yeux plus profondes que d'habitude. Une réunion difficile, demanda Cassidy doucement, ayant appris à lire son humeur au moindre signe. Maxwell hocha la tête et s'assit en face d'Emma. Il tendit la main pour une tranche de pomme de son assiette. Mais Emma fut plus rapide. Sa petite main se referma autour de son doigt, le tenant fermement, et elle gloussa. Maxwell se figea comme toujours. Mais cette fois, au lieu de se retirer, il laissa faire. Il laissa son doigt dans sa petite main. Cassidy se tourna pour regarder, son cœur se serrant à cette vue. L'homme le plus puissant de New York resta complètement immobile parce qu'un bébé de 8 mois tenait son doigt. Puis cela arriva. Emma leva les yeux vers Maxwell, ses yeux ronds et clairs comme du cristal. Elle ouvrit la bouche et un seul mot résonna clairement dans la cuisine tranquille. « Papa ». Le temps s'arrêta. Cassidy laissa tomber le couteau qu'elle tenait. Le son du métal frappant le sol résonna fortement, mais personne ne remarqua. Maxwell regarda Emma. Son visage perdit sa couleur comme s'il avait vu un fantôme. Le bébé n'avait aucune idée de ce qu'elle avait fait. Elle sourit juste et répéta le mot à nouveau, joyeuse et innocente. « Papa. » « Papa. » Maxwell se leva d'un bond. La chaise s'écrasa en arrière contre le placard avec un grand bruit. Il recula, les yeux gris écarquillés d'effroi, comme si quelqu'un lui avait enfoncé une lame en plein dans la poitrine. « Non, » murmura-t-il, sa voix tremblante. « Non, non, non. » Puis il se retourna et courut hors de la cuisine. Cassidy resta figé un battement de cœur avant que l'instinct ne la pousse en avant. Elle souleva rapidement Emma et le suivit. Il ne courut pas vers son bureau comme elle s'y attendait. Il courut dans le salon, s'arrêtant devant la cheminée en pierre où était accrochée une grande photographie que Cassidy n'avait jamais vraiment remarquée auparavant. Une photographie d'une belle femme aux longs cheveux noirs et à un sourire doux, tenant un nouveau-né dans ses bras. Victoria et Thomas. Maxwell se tenait devant la photo, ses épaules tremblant violemment. Cassidy s'approcha et réalisa qu'il pleurait. «
Non pas les larmes silencieuses de la nuit dans le couloir. C'était une douleur brisée, sanglotante, le son d'un homme qui avait tout retenu trop longtemps et ne pouvait plus le supporter. « Je ne le mérite pas, » dit Maxwell à travers les sanglots. « Je ne mérite pas d'être appelé père. Je n'ai pas pu protéger mon enfant. Je n'ai pas pu le sauver. Thomas est mort à cause de moi. Victoria est morte à cause de moi, et maintenant ce bébé m'appelle papa, comme si je le méritais. Mais je ne le mérite pas. Je suis un échec. Je suis un tueur. Je suis un diable. » Cassidy posa Emma sur le sol et se plaça derrière Maxwell. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait, seulement qu'elle ne pouvait pas le laisser s'effondrer seul. Elle l'enveloppa de ses bras par derrière, pressant sa joue contre son dos, sentant chaque tremblement parcourir son corps. « Vous avez protégé ma fille, » murmura-t-elle. « Vous l'avez sauvée d'un homme qui voulait la tuer. Vous lui avez donné une maison. Vous lui avez donné la sécurité. Vous lui avez donné un amour qu'elle peut sentir même quand vous ne le dites pas. Pour moi, pour Emma, vous méritez d'être appelé père plus que quiconque dans ce monde. » Maxwell se retourna, les yeux rouges, le visage trempé de larmes. Il regarda Cassidy comme si elle était la seule lumière dans l'obscurité, menaçant de l'engloutir tout entier. Puis il la serra dans ses bras, la tenant si fort qu'elle pouvait à peine respirer, et elle le serra en retour, le laissant pleurer sur son épaule, le laissant libérer toute la douleur qu'il avait enfouie pendant 8 mois. Emma rampa vers leurs jambes, levant les yeux vers les 2 adultes qui se tenaient. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle ne fit que tirer sur la jambe de pantalon de Maxwell et répéta le mot une fois de plus. « Papa, en haut. » Maxwell desserra lentement son étreinte sur Cassidy. Il regarda Emma, les larmes coulant toujours sur son visage. Puis, pour la première fois depuis la mort de Thomas, il se pencha et prit un enfant. Emma rit, ses petits bras s'enroulant autour de son cou. « Papa, » dit-elle, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Maxwell la serra fort contre sa poitrine et embrassa les cheveux fins et soyeux sur sa tête. Il pleura et rit en même temps. Un son étrange que Cassidy n'avait jamais entendu auparavant. « Oui, » murmura-t-il, sa voix se brisant. « Papa est là. Papa est là. » Cassidy les regarda, les larmes coulant sur son visage sans qu'elle ne prenne la peine de les essuyer. Elle savait que c'était le moment qui changeait tout. Maxwell n'était plus le fantôme froid. Il était un père apprenant à aimer à nouveau. Et d'une certaine manière, elle était devenue partie de ce voyage. 1 mois s'était écoulé depuis le jour où Emma appela Maxwell papa. Tout à l'intérieur du manoir Thornton avait changé d'une manière que Cassidy n'aurait jamais imaginée. Maxwell n'était plus une ombre glissant dans les couloirs. Il était présent à chaque repas. Il lisait des histoires à Emma chaque soir avant de se coucher. Il apprit à changer les couches, à mélanger le lait maternisé, à la calmer quand elle pleurait la nuit. Pour le monde extérieur, il était toujours le terrifiant chef de la mafia. Mais à l'intérieur de ce manoir, il était simplement un homme essayant d'être un père. Cassidy observa cette transformation avec un cœur plein de conflits. Elle ressentait de la chaleur chaque fois qu'elle voyait Maxwell tenir Emma. Elle sentait son pouls faiblir chaque fois que leurs yeux se rencontraient par accident. Mais elle remarqua aussi que quelque chose n'allait pas. Maxwell pâlissait de jour en jour. Les cernes sous ses yeux étaient plus profonds. Parfois, elle le voyait s'arrêter en plein pas, porter une main à sa table, fermer les yeux comme s'il endurait une douleur invisible. Il pensait qu'elle ne le remarquait pas. Mais elle remarquait tout. Elle remarqua la bouteille de pilule enfermée dans le tiroir de son bureau. Elle le vit par accident quand elle lui apporta du café, le surprenant alors qu'il avalait précipitamment plusieurs pilules blanches. Il les cacha assez rapidement pour qu'elle fît semblant de ne pas voir, mais elle les avait vues et elle avait peur. Cette nuit-là, alors que Cassidy couchait Emma, elle entendit un grand bruit venant de l'étage. Le son de quelque chose s'écrasant au sol. Son cœur se serra. Elle reposa Emma dans son berceau et courut au 3e étage. La porte du bureau de Maxwell était entr'ouverte, une lumière jaune se répandant dans le couloir.
Cassidy poussa la porte et se figea. Maxwell gisait sur le sol, immobile. Des papiers de son bureau étaient éparpillés partout. La chaise renversée. Un verre de whisky brisé en 100 morceaux. Non! Cassidy se précipita vers lui et tomba à genoux, soulevant sa tête à 2 mains. Son visage était blanc comme du papier, une sueur froide imprégnant son front. Il respirait, mais peu profondément et irrégulièrement. Maxwell, elle le secoua, sa voix tremblante. « Maxwell, réveille-toi, s'il te plaît. » Il ne répondit pas. La panique s'empara d'elle. Cassidy appela Isaac. Le frère de Maxwell arriva en quelques minutes, suivi du médecin privé qu'elle avait déjà rencontré. Ils portèrent Maxwell à la chambre. Le médecin l'examina, administra des injections. Cassidy resta dans le coin, les bras étroitement enroulés autour d'elle, essayant d'arrêter de trembler. Après un moment, Maxwell ouvrit lentement les yeux. Il regarda autour de lui, prenant un instant pour comprendre où il était. Puis son regard se posa sur Cassidy. Dans ses yeux gris, elle vit ce qu'elle craignait le plus. Acceptation, capitulation, comme s'il avait toujours su que ce moment viendrait et n'avait aucune intention de le combattre. « Laissez-nous, » dit Maxwell au médecin et à Isaac, sa voix rauque. « J'ai besoin de lui parler. » Seul Isaac regarda son frère, puis Cassidy, l'inquiétude écrite sur son visage. Mais il ne dit rien. Il hocha la tête et guida le médecin dehors, fermant la porte derrière eux. Le silence emplit la pièce. Cassidy s'approcha du lit et s'assit à côté de Maxwell. Elle voulut crier, exiger, racla sa gorge des réponses, savoir ce qui se passait. Mais quand elle regarda ses yeux épuisés, un seul mot sortit. Pourquoi? Maxwell ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Quand il les rouvrit, elle vit qu'il avait pris une décision. La décision de dire la vérité. « J'ai une tumeur au cerveau, » dit-il calmement, comme s'il parlait du temps. « Terminale. Des médecins en Allemagne l'ont diagnostiqué il y a 6 mois. Ils m'ont donné environ 6 mois à vivre. Maintenant, c'est probablement plus proche de 3, peut-être moins. » Cassidy sentit comme si tout l'air avait été aspiré de la pièce. Elle ne pouvait pas respirer. Elle ne pouvait pas penser. Elle ne pouvait que regarder Maxwell avec de grands yeux terrifiés. « Non, » murmura-t-elle. « Non, vous mentez. » Maxwell secoua la tête, un sourire triste traversant ses lèvres. « J'aimerais mentir, mais ce n'est pas le cas. C'est pourquoi je suis allé en Allemagne. C'est pourquoi je suis revenu. Je voulais mourir à la maison. Je voulais tout mettre en ordre avant de partir. Puis vous et Emma êtes apparus. » Il fit une pause et leva une main tremblante à sa joue. Sa main était faible maintenant, plus la main puissante d'un chef de la mafia. « Je n'allais pas vous le dire, » murmura-t-il. « J'avais prévu de partir sans que personne ne le sache. Mais ensuite, Emma m'a appelé papa. Puis vous m'avez regardé comme si je méritais de vivre. Et je ne veux plus me cacher de vous. Je veux que vous sachiez de la vérité. Aussi laide soit-elle, » des larmes coulaient sur le visage de Cassidy. Elle ne les essuya pas. Elle regarda juste Maxwell, l'homme qui l'avait sauvé, protégé, lui avait donné à elle et à sa fille une maison. L'homme qu'Emma appelait papa, l'homme qu'elle avait commencé à aimer sans oser l'admettre, et maintenant il mourait. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit plus tôt ?» demanda-t-elle à travers les sanglots. « Pourquoi me l'avez-vous caché ?»« Parce que je ne voulais pas que vous me regardiez comme ça, » dit Maxwell, son pouce essuyant ses larmes. « Avec pitié, avec chagrin, je voulais que vous vous souveniez de moi comme fort, pas comme un homme mourant. »« Vous êtes un idiot, » dit Cassidy, sa voix se brisant. « Je ne vous plains pas, je souffre pour vous parce que je ne veux pas vous perdre, parce qu'Emma ne peut pas perdre une autre personne, parce que j'ai besoin de vous. » Elle réalisa ce qu'elle disait et elle s'en fichait. Elle se pencha en avant, posant son front contre le sien, des larmes tombant sur son visage. « Tu ne peux pas nous quitter, » murmura-t-elle. « Tu m'entends? Tu ne peux pas mourir. » Maxwell ne promit pas. Il savait que c'était une promesse qu'il ne pouvait pas se tenir. Il la serra seulement dans ses bras,
et la laissa pleurer contre sa poitrine, tandis que l'ombre de la mort se refermait lentement autour d'eux deux. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette nuit. 3 jours pendant lesquels Cassidy se déplaça dans la vie comme une somnambule. Elle s'occupait toujours de moi, cuisinait toujours, nettoyait toujours, mais son esprit était toujours attiré par la pièce au 3e étage où Maxwell se reposait sur ordre du médecin. Il avait visiblement affaibli depuis l'évanouissement. Les maux de tête venaient plus souvent. Parfois, Cassidy le voyait se caler contre le mur juste pour rester debout, mais il se forçait toujours à se lever chaque jour, essayait toujours de descendre pour manger avec elle et Emma, essayait toujours de sourire chaque fois qu'Emma l'appelait papa, comme s'il épuisait les toutes dernières gouttes de la vie qu'il lui restait. L'après-midi du 4e jour, Maxwell appela Cassidy dans son bureau. Quand elle entra, elle le vit assis derrière le grand bureau en chêne. Une épaisse pile de documents étalée devant lui. Il s'était rasé et portait une chemise blanche, l'air presque normal. N'était-ce pas la pâleur de sa peau et les creux profonds sous ses yeux par manque de sommeil? « Asseyez-vous !» Maxwell fait un geste vers la chaise en face de lui. Sa voix était ferme, la voix d'un chef de la mafia, non la voix de l'homme qui avait pleuré dans ses bras les nuits précédentes. Cassidy s'assit, ses mains posées sur ses genoux, attendant. Elle avait le sentiment que cette conversation allait tout changer. Maxwell resta silencieux un instant, comme s'il arrangeait ses pensées. Puis il la regarda droit dans les yeux et parla. « J'ai une proposition. Avant de répondre, je veux que vous entendiez tout. » Cassidy hocha la tête, son cœur battant plus vite. Maxwell prit une profonde inspiration. « J'ai des actifs valant des milliards de dollars. Immobilier, entreprises, comptes bancaires dans plusieurs pays, des choses légales et des choses qui ne le sont pas. Quand je mourrai, tout cela a besoin d'un héritier. » Cassidy cligna des yeux, incertaine de là où il allait. « Pour l'instant, mon seul héritier est Isaac, » continua Maxwell, « mais mon frère ne veut pas de ma position. Il veut une vie normale. Il veut sortir de ce monde. Je n'ai personne d'autre. Mes parents sont morts. Ma femme et mon enfant sont morts. Je suis le dernier de la lignée Thornton. » Il fit une pause et poussa la pile de papier vers Cassidy. « C'est mon testament. Je veux tout vous laisser à vous et à Emma. » Cassidy regarda les documents comme s'ils étaient un serpent venimeux. Elle secoua la tête et les repoussa. « Non, dit-elle immédiatement, je ne peux pas accepter ça. Vous n'avez même pas entendu ma proposition complète. Je n'ai pas besoin. » Cassidy se leva, sa voix tremblant d'émotion. « Je ne suis pas le genre de personne qui se vend pour de l'argent. J'ai vécu dans la pauvreté toute ma vie, mais j'ai de la dignité. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je ne veux pas de votre argent. » Maxwell ne se fâcha pas. Il la regarda simplement, calmement, comme s'il s'était attendu à cette réaction. « Je ne parle pas de vous vendre. » Il dit, « Je parle de mariage. » Cassidy se figea. Elle regarda Maxwell, certaine qu'elle l'avait mal entendu. Qu'avait-il dit? « Épousez-moi, Cassidy, » dit Maxwell calmement. « Devenez ma femme légale. Quand je mourrai, vous hériterez de tout par la loi. Personne ne peut le contester. Personne ne peut vous toucher, vous ou Emma. Vous serez protégé par le nom Thornton, par le pouvoir que j'ai bâti toute ma vie. » « Pourquoi? » murmura Cassidy, ses jambes tremblant si fort qu'elle dut s'agripper au dossier de la chaise. « Pourquoi feriez-vous cela? »« Parce que je suis en train de mourir. » Maxwell se leva et contourna le bureau pour lui faire face. Et avant de mourir, « Mais je veux savoir que vous et Emma irez bien. Je veux savoir que personne ne pourra jamais vous blesser. Je veux qu'Emma grandisse sans manquer de rien. Je veux que vous ayez la chance de poursuivre tous les rêves que vous avez. » « Mais ce n'est pas de l'amour, » dit Cassidy, sa voix se brisant. « Vous ne m'aimez pas. Vous essayez juste de remplacer Victoria. » Maxwell la regarda, et dans ses yeux gris, elle vit quelque chose qui lui donna envie de pleurer. « Personne ne peut remplacer Victoria, dit-il doucement. Tout comme personne ne peut remplacer Thomas.
Mais vous n'êtes pas un remplacement, Cassidy. Vous êtes vous. Emma est Emma, et je me soucie de vous à ma manière. Peut-être que ce n'est pas de l'amour. Peut-être que c'est de la gratitude d'avoir apporté de la lumière dans cette maison morte. Mais quoi que ce soit, je veux passer mes derniers jours à vous protéger. Cassidy pleura, des larmes coulant librement sur son visage. C'était la chose la plus folle qu'elle ait jamais entendue. Épouser un chef de la mafia mourant, hériter de milliards d'un homme qu'elle ne connaissait que depuis quelques mois, devenir la femme du fantôme. Mais ensuite, elle pensa à Emma, à l'avenir de sa fille, à ce qui se passerait si elle mourait et qu'Emma finissait dans un orphelinat, à la pauvreté qu'elle avait endurée et ne voulait jamais que son enfant souffre. « Si j'accepte, murmura-t-elle, que se passera-t-il alors? » Maxwell leva la main et essuya délicatement les larmes de sa joue. « Vous deviendrez Cassidy Thornton. Emma deviendra Emma Thornton. Je l'adopterai légalement. Vous aurez accès à tous mes comptes. Vous aurez des avocats, de la sécurité, tout ce dont vous avez besoin. Et quand je serai parti, vous serez la femme la plus puissante de la côte est de l'Amérique. » Cassidy ferma les yeux. Son esprit tourbillonna. Une partie d'elle voulait refuser de s'accrocher à la dignité qu'elle avait lutté pour conserver pendant tant d'années. Mais une autre partie, la partie qui était une mère, savait que c'était la seule façon d'assurer l'avenir de sa fille. « J'ai besoin de temps, » dit-elle pour réfléchir. Maxwell hocha la tête. « Vous avez une semaine. » Il lui leva le menton, la forçant à rencontrer son regard. « Mais quoi que vous décidiez, je ne vous renverrai pas. Vous et Emma aurez toujours une place ici. C'est une promesse. » Cassidy hocha la tête et se tourna pour partir. Alors qu'elle atteignait la porte, la voix de Maxwell résonna derrière elle. « Cassidy. » Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. « Merci de ne pas avoir refusé tout de suite, » dit Maxwell, sa voix s'adoucissant. « Merci de me donner de l'espoir. » Cassidy ne répondit pas. Elle sortit, ferma la porte et s'appuya contre le mur froid. Dans son esprit, une seule question tourbillonnait sans fin. Pourrait-elle épouser un diable pour sauver son ange? Une semaine passa comme un cauchemar sans fin. Cassidy ne pouvait pas dormir. Chaque nuit, elle restait allongée à regarder le plafond, écoutant le son régulier de la respiration d'Emma dans son berceau et pensant jusqu'à ce que sa tête ait l'impression qu'elle allait exploser. Elle pensa à sa vie. Née dans la pauvreté, une mère qui travaillait jusqu'à l'épuisement dans les usines, un père qui partit quand Cassidy était trop jeune pour se souvenir même de son visage. Elle grandit avec des repas qui n'étaient jamais suffisants, des vêtements toujours d'occasion, et un rêve de devenir enseignante qu'elle n'eut jamais l'argent de poursuivre. Puis elle rencontra Derek. Elle pensa qu'il serait son évasion. Au lieu de cela vinrent des années d'enfer, des coups, des nuits passées à pleurer seule. Et maintenant, elle était ici dans le manoir d'un chef de la mafia mourant. On lui proposait de se marier non par amour, mais pour un testament. Elle pensa à Emma, sa minuscule fille, à peine âgée de 9 mois, ne sachant rien du monde brutal extérieur. Si Cassidy mourait, que se passerait-il pour Emma? Elle finirait dans un orphelinat. Elle grandirait privée, tout comme Cassidy. Elle vivrait une vie de difficulté comme sa mère ou pire. Cette pensée fit Cassidy vouloir crier. Elle pensa à Maxwell, l'homme que tout New York craignait, un tueur de sang-froid, un chef de la mafia sans pitié, mais aussi l'homme qui pleurait quand il parlait de sa femme et de son enfant. L'homme qui tua Derek pour la protéger. L'homme qui tenait Emma avec une tendresse qu'elle n'avait jamais vue chez personne d'autre. L'homme qui la regardait comme si elle avait de la valeur, comme si elle méritait d'être protégée. La 6e nuit, Cassidy se tint devant la porte de Maxwell. À travers l'étroite ouverture, elle le vit assis seul dans l'obscurité, regardant la photographie de Victoria et Thomas. Ses épaules tremblaient et elle sut qu'il pleurait, seul, comme il l'avait été pendant 8 mois. Et elle réalisa quelque chose. Maxwell n'avait pas besoin d'un héritier. Il avait besoin d'une famille.
Il avait besoin de quelqu'un pour lui tenir la main dans ses derniers jours. Il avait besoin qu'Emma l'appelle papa. Il avait besoin qu'elle reste. Et peut-être, juste peut-être, elle avait besoin de lui aussi. Le matin du 7e jour, Cassidy frappa à la porte du bureau de Maxwell. Il l'ouvrit, les yeux gris rencontrant les siens avec attente, et quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, aussi fort qu'il essayait de le cacher. « J'accepte », dit Cassidy, sa voix plus stable qu'elle ne s'y attendait. Maxwell ne parla pas. Il resta juste là à la regarder comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il avait entendu. « Mais j'ai des conditions », continua Cassidy, entrant et lui faisant face. Maxwell croisa les bras, inclinant la tête en attendant. « Quelles conditions ?»« Pas de faire semblant, » dit Cassidy, le regardant droit dans les yeux. « Si nous nous marions, nous sommes une vraie famille. Vous dînez avec nous tous les jours. Vous lisez à Emma tous les soirs. Vous ne le cachez pas quand vous avez mal. Vous ne souffrez pas seul. Vous vivez les jours qu'il vous reste comme un père, comme un mari, non comme une ombre, non comme un homme attendant de mourir. » Maxwell l'étudia longtemps. Dans ses yeux gris, Cassidy vit les émotions passer une par une. Surprise, émotion et quelque chose de chaud qu'elle n'osa pas nommer. « Vous savez ce que vous me demandez, » dit-elle finalement. « Vous me demandez d'ouvrir mon cœur, d'aimer, de souffrir plus quand je partirai. Je vous demande de vivre vraiment avant de mourir, » répondit Cassidy sans hésitation. « C'est ma condition. Si vous ne pouvez pas l'accepter, je ne signerai rien. » Le silence s'étira. Cassidy commença à penser qu'il refuserait, qu'il retirerait l'offre, qu'elle était allée trop loin. Puis Maxwell s'avança devant elle, assez près pour qu'elle sente son souffle sur ses lèvres, assez près pour compter les premières mèches grises à ses tempes. Puis il se pencha et l'embrassa doucement sur le front, tendrement, avec révérence, comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais touchée. « J'accepte », murmura-t-il, ses lèvres reposant toujours contre sa peau. « Je vivrai vraiment pour vous, pour Emma, pour cette famille. » Cassidy ferma les yeux et laissa les larmes couler. Elle ne savait pas ce que l'avenir apporterait. Elle ne savait pas si cette décision était juste ou fausse, mais pour la première fois de sa vie, elle sentit qu'elle marchait vers la lumière, même si cette lumière venait de la main d'un diable. Le mariage eut lieu 2 semaines plus tard dans le jardin derrière le manoir Thornton. Il n'y eut pas d'invités somptueux, pas de presse, pas de journalistes. Seulement Isaac, Gloria et une poignée de personnes les plus proches de Maxwell. C'était le mariage du fantôme, et un fantôme n'avait pas besoin que le monde en soit témoin. Cassidy se tenait devant le miroir dans la chambre que Gloria lui avait préparée, regardant la femme reflétée et se reconnaissant à peine. La robe de mariée blanc ivoire était simple mais élégante, choisie personnellement par Maxwell, épousant son corps comme si elle avait été taillée juste pour elle. Ses cheveux étaient relevés, révélant son cou élancé et les boucles d'oreilles en perles qu'il lui avait données ce matin-là. Elle ressemblait à quelqu'un d'autre. Elle ressemblait à une mariée heureuse. Elle ressemblait à ce que sa vie n'avait pas été une chaîne sans fin de souffrance. La porte s'ouvrit. Cassidy se retourna et vit Maxwell debout là, vêtu d'un costume noir classique sans cravate, le bouton supérieur défait pour révéler la peau à sa gorge. Il était si beau qu'elle oublia comment respirer, et il la regardait comme si elle était le soleil après un long hiver. « Vous êtes magnifique, » dit Maxwell, sa voix rauque. « Vous n'avez besoin de rien du tout, et vous êtes toujours la plus belle femme que j'ai jamais vue. » Cassidy sentit ses joues se réchauffer. Elle n'était pas habituée à être louée comme ça, n'était pas habituée à ce regard. « Vous ne semblez pas mal vous-même, » répondit-elle, essayant de paraître calme, tandis que son cœur battait follement. Maxwell sourit, un sourire rare qui adoucissait ses traits froids d'une manière qui semblait presque irréelle. Il s'avança et lui tendit la main. « Allons-y, ma fiancée. » Cassidy plaça sa main dans la sienne et le laissa la guider dans le jardin. La cérémonie eut lieu sous une arche de fleurs blanches. Des lumières dorées douces brillaient comme des étoiles filantes dans la nuit. Emma était assise dans les bras de Gloria,
portant une petite robe de princesse rose pâle, un nœud blanc dans ses cheveux, applaudissant joyeusement sans comprendre ce qui se passait. L'officiant lut les mots familiers, mais Cassidy ne les entendit pas. Elle ne regarda que Maxwell, et Maxwell ne regarda qu'elle. Au moment des vœux, l'officiant dit que Maxwell pouvait prononcer les siens. Il hocha la tête, se tourna pour faire face à Cassidy et prit ses deux mains dans les siennes. « Cassidy, commença-t-il, sa voix basse mais stable, je ne promets pas l'éternité parce que je n'ai pas d'éternité à donner. Je ne promets pas d'être avec vous jusqu'à ce que nous soyons vieux et gris parce que mon temps est limité. Mais je promets ceci. Chaque jour qu'il me reste vous appartient à vous et à Emma. Chaque souffle qu'il me reste est pour vous protéger. Chaque battement restant de mon cœur est pour vous. Je promets de vous aimer avec tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Même si le temps est court, même si je ne le mérite pas, je promets de vivre, vraiment vivre, jusqu'à ce que je ne puisse plus. » Des larmes coulaient sur le visage de Cassidy. Elle n'essaya pas de les arrêter. Elle lui serra seulement les mains plus fortes, sentant le léger tremblement dans ses doigts puissants. Elle avait préparé ses propres vœux. « Maxwell, dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée, je viens à vous les mains vides, avec rien d'autre qu'un petit enfant et un cœur plein de cicatrices. Mais je promets de rester à vos côtés. Non à cause de l'argent, non à cause de la protection, mais parce que vous m'avez montré que même dans les ténèbres les plus profondes, il peut encore y avoir de la lumière. Je promets d'être votre famille, d'être la main que vous tenez quand vous souffrez, d'être les bras sur lesquels vous vous appuyez quand vous êtes fatigué, d'être celle qui reste avec vous jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus continuer. » Les derniers mots restèrent coincés dans sa gorge. Mais Maxwell comprit. Il hocha la tête, des larmes coulant sur ses propres joues. « Jusqu'à, répéta-t-il doucement, c'est assez. » Quand l'officiant les déclara légalement mari et femme et dit que le marié pouvait embrasser la mariée, Maxwell souleva doucement le menton de Cassidy. Il l'embrassa lentement, tendrement, avec révérence, comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais touchée. Cassidy ferma les yeux et rendit le baiser, oubliant tout autour d'eux. « Papa! Maman! » La voix d'Emma brisa le moment sacré, les faisant tous deux faire une pause et rire. Elle agitait ses mains, demandant à être prise. Maxwell souleva Emma dans ses bras et embrassa son front. « C'est juste, petite princesse, murmura-t-il. Papa est là, maman est là, et maintenant nous sommes une famille, une vraie famille. » La nuit de leurs noces, Maxwell ne toucha pas Cassidy tout de suite. Il resta simplement à côté d'elle, la tenant par derrière, ses lèvres effleurant son épaule. Ils restèrent là dans l'obscurité, écoutant les battements de cœur l'un de l'autre. « Merci, » murmura Maxwell Boone en son oreille, « de me donner une famille dans mes derniers jours. » Cassidy se tourna dans ses bras, regarda dans ses yeux gris profonds, et l'embrassa non pas doucement et avec prudence comme pendant la cérémonie, mais avec passion et désir, comme essayant de dire tout ce qu'elle ne pouvait pas exprimer par des mots. Cette nuit-là, ils firent l'amour pour la première fois, lentement, doucement, plein d'émotion. Et dès lors que Cassidy était allongée dans les bras de Maxwell, écoutant le battement régulier de son cœur sous sa joue, elle murmura pour la première fois la vérité qu'elle avait ressentie depuis si longtemps. « Je t'aime, Max. » Maxwell la serra plus fort et embrassa le sommet de sa tête. « Je t'aime aussi. » Ils savaient tous les deux que le temps manquait, mais cette nuit, dans une pièce inondée de clair de lune, cela n'avait pas d'importance. Ils se tenaient l'un l'autre, et c'était tout ce dont ils avaient besoin. 2 mois après le mariage devinrent le plus beau moment de la vie de Cassidy. Le manoir Thornton n'était plus une forteresse froide. Les rires d'Emma résonnaient dans les couloirs. Des petits pas battaient sur les planchers en bois. Le son de Maxwell faisant semblant de grogner alors qu'il la poursuivait comme un ours faisait Emma pousser des cris de joie. C'étaient les sons qui manquaient à la maison depuis 8 longs mois.
Et maintenant, ils étaient revenus. Maxwell changea d'une manière que même Isaac ne pouvait croire. Le chef de la mafia le plus redouté de la côte Est s'asseyait maintenant sur le sol, construisant des blocs avec sa fille adoptive de 9 mois. Il apprit à cuisiner de la bouillie pour Emma, même si la première fournée brûla horriblement. Il se réveillait à 3 heures du matin quand elle pleurait la nuit et la promenait dans la pièce jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Il chantait des berceuses d'une voix basse et rauque, et même s'il ne chantait pas bien, Emma souriait quand même dans son sommeil. Pour Cassidy, Maxwell ne ressemblait en rien au fantôme dont elle avait entendu parler. Il lui apportait du café chaque matin. Il se souvenait qu'elle aimait 2 sucres et un peu de lait. Il commandait des livres sur l'éducation et la psychologie de l'enfant parce qu'il savait qu'elle avait un jour rêvé de devenir enseignante. Il s'asseyait et l'écoutait parler de ce rêve pendant des heures, ses yeux gris la regardant avec un respect qu'elle n'avait jamais reçu de personne auparavant. Une nuit, après qu'Emma se fût endormie, Maxwell conduisit Cassidy dans son bureau. Sur les bureaux se trouvaient un nouvel ordinateur et des piles de manuels scolaires. « Vous commencez la semaine prochaine, dit-il. Université en ligne, 4 ans. J'ai payé la totalité des frais de scolarité. » Cassidy se figea, incapable de croire ce qu'elle voyait. « Maxwell, je ne peux pas. » Avant qu'elle ne puisse refuser, il posa un doigt sur ses lèvres. « Vous êtes ma femme. Votre rêve est mon rêve. Et je ferai tout pour le réaliser. Le jour où vous obtiendrez votre diplôme, le jour où vous vous tiendrez devant une classe pour enseigner aux enfants, je veux être là, même si ce n'est que dans vos pensées, même si ce n'est que dans vos souvenirs. » Cassidy pleura. Elle serra Maxwell fort et sanglota de bonheur. Parce que pour la première fois, quelqu'un croyait en elle à ce point. Parce que pour la première fois, elle osa croire qu'elle méritait d'être aimée. Les jours qui suivirent passèrent comme un rêve. Ils prenaient le petit déjeuner ensemble sur le balcon, surplombant le jardin. Ils emmenaient Emma au parc le week-end, Maxwell portant un chapeau et des lunettes de soleil pour ne pas être reconnu. Ils cuisinaient ensemble dans la cuisine, Cassidy apprenant à Maxwell à faire des pâtes en utilisant la recette de sa mère, tandis que Maxwell renversait de la sauce tomate partout sur le sol et devait nettoyer pendant 1 heure. Il riait beaucoup. Les rires remplissaient le manoir, chassant l'obscurité qui avait persisté trop longtemps. La nuit, ils restaient ensemble, Maxwell lui racontant son enfance, les années où il avait bâti son empire, Victoria et Thomas. Il ne pleurait plus quand il parlait d'eux. Il en parlait avec paix, comme s'il avait finalement appris à accepter la perte. Cassidy lui raconta sa mère, son rêve d'être enseignante, les années avec Derek dont elle n'avait jamais parlé à personne. Maxwell écoutait chaque mot, sa main caressant constamment ses cheveux, ses lèvres pressant occasionnellement un baiser sur son front, comme s'il essayait d'effacer chaque blessure de son passé. « J'aurais aimé vous rencontrer plus tôt, » murmura Maxwell une nuit. « J'aurais aimé avoir plus de temps pour vous aimer. »« Nous avons maintenant, » répondit Cassidy, sa main couvrant son visage. « Et maintenant est tout ce dont nous avons besoin. » Elle savait que Maxwell comptait chaque jour. Elle savait que les maux de tête venaient toujours plus souvent, plus violemment. Elle savait qu'il cachait des analgésiques dans un tiroir pour qu'elle ne s'inquiète pas. Mais elle ne dit rien. Elle resta simplement avec lui tenait la main chaque nuit, l'aimait chaque jour comme si le lendemain ne viendrait jamais parce que pour eux, le lendemain était un luxe dont ils ne pouvaient être sûrs de l'avoir. L'appel vint un après-midi alors que Cassidy nourrissait Emma dans la cuisine. Un numéro inconnu. Elle ne répondit presque pas, puis changea d'avis à la dernière seconde. La voix à l'autre bout la fit se figer. Megan, sa seule vraie amie de ses jours à la société de nettoyage. Celle qui l'avait aidée à trouver du travail quand elle avait fui Derek pour la première fois. La seule personne qui connaissait la violence de son passé. « Cassidy, je t'ai enfin trouvé, » dit Megan sèchement. « J'entends que tu as réussi. Je veux venir te voir. »« C'est bon? » Cassidy hésita. Elle n'avait contacté personne de son ancien monde depuis qu'elle avait déménagé au manoir Thornton,
En partie parce qu'elle était occupée. En partie parce qu'elle ne savait pas comment expliquer tout cela. Mais Megan était son amie, la seule personne qui s'était souciée quand elle n'avait rien. Elle ne pouvait pas dire non. Megan arriva le lendemain. Quand le taxi s'arrêta devant les portes du manoir, Cassidy vit son ami debout là, regardant la maison comme si c'était un palais de contes de fées. Les yeux de Megan s'écarquillèrent alors qu'il balayait des hautes grilles en fer aux statues dans le jardin, au massif bâtiment de 5 étages. « Oh mon Dieu !» souffla Megan quand Cassidy sortit pour la saluer. « Tu vis vraiment ici. C'est la maison de mon mari, » répondit Cassidy, gardant sa voix stable. « Entre! Je vais te faire visiter. » Cassidy mena Megan à travers le manoir, présentant chaque pièce. Elle essaya d'être enthousiaste, essaya d'être joyeuse comme elles l'étaient ensemble. Mais elle le sentit. Quelque chose avait changé. Le regard dans les yeux de Megan n'était plus celui d'une amie. Il était calculateur, mesurant, envieux. Quand elles s'assirent dans le salon, Emma jouant sur le sol à proximité, Megan parla enfin. « Alors, tu t'es vendu à lui. » La question frappa Cassidy comme un seau d'eau glacée. Elle cligna des yeux, ne croyant pas ce qu'elle avait entendu. « Qu'avez-vous dit? J'ai demandé si tu t'étais vendu à ce gars de la mafia. » Megan haussa les épaules, son ton dégoulinant de sarcasme. « Tout le monde en ville sait qui est Maxwell Thornton. Un chef de la mafia, un tueur. Et toi, ma pauvre amie femme de ménage, tu es maintenant sa femme. Tu penses que je suis assez stupide pour ne pas comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas ce que vous pensez, » dit Cassidy, luttant pour garder la colère montant dans sa poitrine sous contrôle. « Maxwell et moi nous aimons. »« Amour? » Megan se moqua. « Vous appelez ça de l'amour? Une femme qui frotte les toilettes tombant amoureuse d'un milliardaire de la mafia. Ça ressemble à un conte de fées. Soyez honnête, Cassidy. Combien il vous a payé? Ou avez-vous juste eu à écarter vos jambes pour obtenir tout ça? » « Tais-toi. » Cassidy se leva d'un bond, sa voix tremblant de rage. « Tu ne sais rien de moi ou de Maxwell. Tu n'as pas le droit de juger. Je ne sais rien. » Megan se leva aussi, ses yeux froids. « Je te connais, Cassidy. Je sais quel genre de personne tu es. Toujours à te plaindre d'être pauvre. Toujours à jouer la victime. Et maintenant tu as trouvé un idiot riche à utiliser. Je dois admettre, tu es bonne, mieux que je n'aurais jamais pensé. » Megan fit une pause et jeta un coup d'œil à Emma sur le sol, inconsciente de la dispute des adultes. « Ce pauvre enfant, » dit Megan amèrement. « Un jour, elle saura que sa mère est le genre de femme qui se vend à la mafia. Elle sera si fière. » La gifle résonna dans le salon. Cassidy ne réalisa pas ce qu'elle avait fait avant de voir sa main encore levée, et la joue de Megan rougit. C'était la première fois de sa vie qu'elle frappait quelqu'un, et elle ne le regrettait pas. « Sortez de ma maison, » dit Cassidy, sa voix glaciale. « Sortez tout de suite. Vous le regretterez, » siffla Megan, serrant sa joue. « Vous me jetez dehors pour un batteur de la mafia. Je suis votre seul ami. Les amis ne disent pas ce que vous venez de dire, » répondit Cassidy, les larmes coulant sur son visage, mais sa voix stable. « Les amis ne jugent pas quand ils ne comprennent pas. Les amis n'insultent pas l'enfant de leur ami. Vous n'êtes pas mon ami. Peut-être que vous ne l'avez jamais été. Partez. » Megan la regarda un instant, puis rit durement. « Bien, je pars. Mais souvenez-vous de ceci, Cassidy. Quand il en aura marre de vous, quand il vous jettera dans la rue, ne revenez pas ramper vers moi. » Puis elle partit, ses talons claquant sur le sol en pierre, la porte claquant derrière elle. Cassidy resta là un long moment, regardant la porte fermée, puis s'effondra lentement sur le sol. Les larmes coulaient d'elle de façon incontrôlable. Emma rampa vers elle, sa petite main touchant la joue de Cassidy, son visage inquiet. « Maman pleure. C'est bon, bébé. » Cassidy la serra dans ses bras, forçant un sourire à travers les larmes. Maman va bien, mais elle n'allait pas bien. Elle venait de perdre sa seule amie, la personne qu'elle pensait être une amie, et cela faisait plus mal qu'elle ne l'avait imaginé.
Maxwell rentra ce soir-là et la trouva assise seule dans le salon sombre. Il ne demanda pas qui s'était passé. Il s'assit simplement à côté d'elle et la serra dans ses bras, la laissant pleurer sur son épaule. Plus tard, Isaac lui raconta tout. Maxwell écouta, son visage illisible, mais ses yeux gris s'assombrirent. « Elle ne méritait pas d'être votre amie, murmura-t-il dans les cheveux de Cassidy. Les vrais amis ne se blessent pas comme ça. Vous avez Emma, vous avez cette famille. C'est ce qui compte. » Cassidy leva les yeux vers lui, des larmes toujours accrochées à ses cils. « Je sais, murmura-t-elle. Ça fait juste mal de réaliser qu'elle ne s'est jamais vraiment souciée de moi. » Maxwell embrassa son front. « Je me soucie, dit-il doucement. Je me soucierai toujours et vous ne serez plus jamais seul. » Cette nuit-là, Cassidy dormit dans les bras de Maxwell, et bien que la blessure de la trahison la démangeait encore, elle savait qu'elle avait enfin trouvé sa vraie place. 3 semaines passèrent depuis le jour où Megan s'en alla. La blessure laissée par cette trahison guérit lentement, et Cassidy se concentra sur la seule chose qui comptait vraiment, sa petite famille. Maxwell s'affaiblissait visiblement. Les maux de tête venaient plus souvent, plus violemment. Parfois, il devait s'arrêter au milieu de la marche, se caler contre un mur, fermer les yeux et attendre que la douleur passe. Il essayait de le cacher, mais Cassidy voyait tout. Elle vit le nombre de flacons de pilules se multiplier dans le tiroir. Elle vit les nuits où il restait éveillé, incapable de dormir. Elle vit sa peau pâlir de jour en jour, et elle sut que le temps manquait. Ce matin commença comme n'importe quel matin ordinaire. Ils étaient assis à la table de la cuisine, prenant le petit déjeuner. Emma jouant avec sa bouillie, l'étalant partout sur son visage et ses cheveux. Maxwell rit et aida Cassidy à essuyer les joues du bébé. Et à ce moment-là, il avait l'air presque en bonne santé, presque normal, presque comme s'il n'était pas en train de mourir. Puis le téléphone de Maxwell vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran et se figea. Un numéro international, un indicatif de pays allemand. Cassidy regarda son visage se vider de couleur. Elle savait que c'était l'hôpital où il avait été diagnostiqué. Elle savait que cet appel pourrait apporter la nouvelle qu'elle craignait le plus. « Répondez, » dit-elle doucement, même si son cœur battait sauvagement. « Je suis là. » Maxwell la regarda une seconde, puis mit de l'appel sur haut-parleur. Une voix d'homme arriva, parlant anglais avec un accent allemand distinct. « Monsieur Thornton, ici le Dr. Weber de l'hôpital de Berlin. Je dois vous parler d'une affaire extrêmement urgente. » Maxwell resserra sa prise sur la main de Cassidy sous la table. « J'écoute, » dit-il, forçant sa voix à rester stable. « Ma femme est ici, elle sait tout. » Il y eut une brève pause sur la ligne. Puis le Dr. Weber continua, son ton lourd. « Monsieur Thornton, je ne sais pas comment dire cela. Il y a eu une grave erreur dans notre laboratoire. » Cassidy sentit le sang dans ses veines se glacer. « Quel genre d'erreur ?» demanda Maxwell, sa voix rauque. « Vos résultats de test ont été échangés avec ceux d'un autre patient, » dit le Dr. Weber, chaque mot atterrissant comme une balle. « Cet homme, le patient qui avait réellement la tumeur au cerveau, est décédé il y a 2 semaines. Nous n'avons découvert l'erreur que lors d'un examen de dossier de routine. » Le silence suivit. Un silence écrasant si lourd que Cassidy pouvait entendre son propre battement de cœur martelant dans ses oreilles. « Que dites-vous » murmura Maxwell, sa voix tremblante. « Je dis que vous n'avez pas de tumeur au cerveau, Monsieur Thornton, » répondit le Dr. Weber, rempli de remords. « Vous n'en avez jamais eu. Nous avons revérifié les résultats 3 fois. Vous êtes complètement en bonne santé. C'est une erreur impardonnable de notre part. Et je m'excuse profondément pour ce que vous avez enduré ces derniers mois. » Le téléphone glissa de la main de Maxwell et heurta la table avec un bruit sourd. Il regarda Cassidy, ses yeux gris écarquillés, comme si son esprit ne pouvait pas traiter ce qu'il venait d'entendre. « Je ne suis pas malade, » murmura-t-il, l'air hébété. « Je ne suis pas en train de mourir. » Cassidy ne put parler. Elle le regarda simplement, des larmes coulant sur son visage sans qu'elle ne le réalise.
Son esprit refusa d'accepter la vérité. Cela ne pouvait pas être réel. Après toutes les nuits où elle avait pleuré, croyant qu'elle allait le perdre, après tous les jours où elle s'était forcée à chérir chaque instant parce que le temps était censé manquer, après tous les vœux, les baisers, les nuits où il se tenait comme si le lendemain ne viendrait jamais, tout cela avait été causé par une erreur de laboratoire. Maxwell n'était pas du tout en train de mourir. Vous n'êtes pas en train de mourir, répéta Cassidy, sa voix se brisant. Max, vous n'êtes pas en train de mourir. Et puis elle s'effondra en larmes. Elle pleura comme elle n'avait jamais pleuré auparavant. Elle pleura de soulagement. Elle pleura de joie. Elle pleura parce que toute la peur qu'elle avait portée pendant des mois se dissout en un seul appel téléphonique. Maxwell se leva d'un bond, la chaise s'écrasant en arrière derrière lui. Il regarda Cassidy, puis Emma assise dans sa chaise haute, son petit visage confus, inconscient de ce qui se passait. Et puis il fit quelque chose que Cassidy n'avait jamais vu auparavant. Il rit, un rire qui éclata du fond de sa poitrine. Le rire d'un homme à qui l'on venait de redonner vie une seconde fois. Puis il pleura, puis rit à nouveau, puis pleura à nouveau, tout à la fois comme si son corps ne savait pas comment réagir à la nouvelle. Maxwell se précipita vers Cassidy, la tira sur ses pieds et l'écrasa dans ses bras. Il la serra si fort qu'elle ne pouvait plus respirer. Mais elle s'en fichait. Elle l'enroula dans ses bras, sanglotant sur son épaule, sentant son corps trembler d'émotion. « Je ne suis pas en train de mourir. » Il n'arrêtait pas de répéter contre son oreille comme s'il avait besoin d'entendre les mots pour les croire. « Je peux rester avec vous, avec Emma. Je peux la voir grandir. Je peux l'emmener à l'école le jour de sa rentrée. Je peux vous voir obtenir votre diplôme. Je peux vivre, Cassidy. Je peux vivre. » Emma commença à pleurer. Peut-être parce qu'elle se sentait abandonnée. Peut-être parce que la vue de deux adultes riant et pleurant en même temps l'effrayait. Maxwell relâcha Cassidy et alla à la chaise haute d'Emma, la soulevant dans ses bras. Il tourna en un cercle lent avec elle. Les larmes coulant toujours sur son visage, mais portant le sourire le plus éclatant que Cassidy ait jamais vu. « Papa reste, ma petite princesse, dit-il à travers un rire brisé. Papa te verra grandir. Papa fera fuir tous les garçons qui s'approchent trop. Papa pleurera à ton mariage. Papa sera là, Emma. Papa sera toujours là. » Emma ne comprit rien de tout cela. Elle rit seulement, applaudit ses mains et cria joyeusement « Papa, maman, heureux !» Cassidy s'avança et les serra tous les deux dans ses bras. Les trois restèrent là dans la cuisine, inondés de soleil matinal, se tenant, pleurant, riant comme si le monde extérieur n'existait plus. Et pour la première fois, Cassidy n'avait pas peur de demain, parce que demain leur appartenait. Tous les lendemains leur appartenaient. 2 mois s'étaient écoulés depuis cet appel fatidique. 2 mois pendant lesquels Cassidy devait encore se rappeler chaque matin que c'était réel. Maxwell était en bonne santé. Maxwell allait vivre. Maxwell resterait avec elle et Emma pour le reste de leur vie. Cette vérité a tout changé. Maxwell a poursuivi l'hôpital en Allemagne, non pas pour une indemnisation, mais pour s'assurer qu'une telle erreur n'arriverait plus jamais à personne d'autre. L'hôpital a accepté de réviser l'ensemble de son processus de test, de renvoyer les responsables et de mettre en œuvre des systèmes de vérification croisés plus stricts. Maxwell n'avait pas besoin de leur argent. Il avait seulement besoin de savoir que personne d'autre n'aurait à vivre l'enfer qu'il avait enduré pendant tant de mois. Mais le plus grand changement fut en Maxwell lui-même. Il commença à se retirer du monde souterrain petit à petit, une opération à la fois. Il confia les entreprises illégales à Isaac pour les gérer tout en les transformant progressivement en entreprises légitimes. Les casinos devinrent des hôtels de luxe. Les routes de contrebande devinrent des entreprises de logistique. Le blanchiment d'argent se transforma en fonds d'investissement. Isaac fut surpris mais solidaire. Il avait toujours su que son frère ferait cela un jour. Tu avais juste besoin de la bonne raison,
lui dit Isaac lors d'une réunion. Maxwell jeta un coup d'œil à Cassidy assise dans le coin, lisant pendant qu'Emma dormait dans ses bras. « J'ai trouvé 2 raisons, répondit-il, et je ne risquerai pas de les perdre pour quoi que ce soit. » Cassidy commença ses études universitaires en ligne exactement comme Maxwell l'avait arrangé. Au début, elle était anxieuse, craignant d'avoir été loin des livres trop longtemps, craignant de ne pas être assez intelligente, craignant d'échouer. Mais Maxwell était toujours là. Il s'asseyait à côté d'elle pendant qu'elle étudiait. Il lui préparait du café les nuits où elle restait éveillée tard pour préparer les examens. Il lisait ses essais et lui disait qu'elle serait la meilleure enseignante qu'il ait jamais vue, même s'il ne l'avait jamais vue enseigner. Quand les résultats de ses premiers examens revinrent, Cassidy avait obtenu le score le plus élevé de sa classe. Elle pleura quand elle vit les notes. Maxwell la serra dans ses bras, embrassa son front et lui dit qu'il n'avait jamais douté d'elle une seule seconde. La vie dans le manoir Thornton était complètement différente maintenant. Il n'y avait pas d'obscurité, pas de peur, seulement les rires d'Emma résonnant dans les couloirs. La voix de Maxwell lisant des histoires au coucher chaque nuit. Le doux chant de Cassidy alors qu'elle berçait leur enfant pour l'endormir. Les sons d'une vraie famille. Emma marchait régulièrement maintenant, courant dans le jardin avec Maxwell la poursuivant. Elle appelait papa et maman clairement, prononçait de courtes phrases et avait développé l'habitude de cacher les chaussures de Maxwell chaque matin, juste pour le faire les chercher. Maxwell faisait semblant d'être agacé, mais ses yeux brillaient toujours de bonheur chaque fois qu'il regardait sa fille. Un matin, Cassidy se réveilla avec une vague de nausées. Elle se précipita à la salle de bain, vomissant, et quand elle leva la tête pour se regarder dans le miroir, une pensée lui traversa l'esprit. Elle compta les jours et réalisa qu'elle avait plus de 2 semaines de retard. Son cœur battait alors qu'elle prenait le test de grossesse qu'elle avait caché dans l'armoire depuis plus d'1 semaine, trop effrayée pour l'utiliser. Mais aujourd'hui, elle devait savoir. L'attente de 2 minutes sembla durer 2 siècles. Puis le résultat apparut. 2 lignes rouges claires. Cassidy fixa le test, puis regarda à nouveau, osant à peine y croire. Elle était enceinte. Elle et Maxwell allaient avoir un enfant, leur propre enfant. Elle sortit de la salle de bain sur des jambes tremblantes. Maxwell était assis sur le lit, se réveillant tout juste, les cheveux ébouriffés, les yeux encore lourds de sommeil. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il quand il vit son visage. Cassidy ne dit rien. Elle lui tendit simplement le test. Maxwell baissa les yeux et elle le vit écarquiller ses yeux gris, puis les écarquiller encore plus, puis les remplir de larmes. « Tu es enceinte, » murmura-t-elle. « Nous allons avoir un bébé, Max. » Maxwell laissa tomber le test. Il regarda Cassidy, puis son ventre, puis de nouveau son visage, et le chef de la mafia le plus redouté de la côte Est s'effondra et pleura comme un enfant. Il la serra dans ses bras, la serrant fort, les larmes trempant son épaule. « Je vais avoir un enfant, dit-il à travers les sanglots. Mon enfant, mon sang, et cette fois je serai là. Je les protégerai. Je ne les perdrai pas comme j'ai perdu Thomas. » Cassidy le serra et pleura avec lui, de bonheur, de gratitude, de la réalisation écrasante que la vie leur avait donné une seconde chance dont ils n'avaient jamais osé rêver. 1 an plus tard, le printemps était revenu dans les jardins du domaine Thornton. Des tulipes colorées fleurissaient le long des chemins de pierre et la lumière chaude du soleil filtrait à travers les feuilles, dispersant des taches de lumière chatoyante sur la pelouse verte luxuriante. Au milieu de cette scène paisible, une petite famille était assise sur l'herbe, savourant un après-midi de week-end tranquille. Emma avait presque 2 ans maintenant, ses doux cheveux noirs attachés en 2 petites tresses, ses yeux bleus brillants comme ceux de sa mère. Elle courait dans le jardin cueillant des fleurs, les apportant à Maxwell une par une, criant « Papa, jolie fleur !» Maxwell était assis sur l'herbe, acceptant chaque fleur de sa fille comme si c'était un bijou précieux. Il avait complètement changé.
Il n'était plus le fantôme que tout New York craignait autrefois. Maintenant, il était simplement un père plaçant des fleurs dans les cheveux de sa femme. Un mari regardant sa famille avec des yeux pleins de paix et de gratitude. Cassidy était assise à côté de lui, une main posée sur son ventre de 4 mois de grossesse déjà doucement arrondi. À l'intérieur d'elle se trouvait leur enfant, la preuve vivante d'un amour qu'aucun d'eux n'avait jamais cru mériter. Le médecin avait dit que c'était un garçon. Maxwell avait pleuré en apprenant la nouvelle, pleuré de bonheur, de gratitude, de la réalisation écrasante que la vie lui avait donné une autre chance d'être père. Sur une petite table près d'eux se trouvait un ensemble de documents fraîchement signés, les papiers d'adoption, Emma Thornton. Son nom était maintenant officiel, imprimé sur des documents légaux. Elle n'était plus l'enfant de Derek Moore. Elle était la fille de Maxwell Thornton, choisie, protégée et aimée par un père qui l'avait revendiqué de tout son cœur. « Je n'arrive toujours pas à croire notre vie », murmura Cassidy, posant sa tête sur l'épaule de Maxwell. « Il y a 1 an, je frottais les sols de salle de bain, courant, vivant dans la peur tous les jours. Et maintenant je suis ici. J'ai une famille. J'ai l'amour. J'ai un avenir. Je ressens la même chose, répondit Maxwell, sa main lui caressant doucement les cheveux. Il y a 1 an, je pensais que j'allais mourir. Je pensais que ma vie était finie. Je pensais que je ne pourrais plus jamais aimer personne. Puis vous et Emma êtes apparus et tout a changé. Emma courut vers eux et grimpa sur les genoux de Maxwell, tenant toujours une fleur fanée qu'elle avait pressée trop fort. « Papa, maman, amour. » Elle embrassa leurs 2 joues, laissant des traces de terre et d'herbe sur leur visage. Aucun d'eux ne s'en souciait. Maxwell enroula ses bras autour de sa femme et de sa fille et leva les yeux vers le ciel bleu clair. Il n'était plus le fantôme. Il était un père, un mari, un homme qui avait enfin trouvé le sens de la vie après des années perdues dans l'obscurité. « Je vous aime tous les 2, murmura-t-il plus que tout au monde. Cassidy leva son visage et l'embrassa doucement. « Nous vous aimons aussi pour toujours. » Et alors que le coucher du soleil baignait le jardin d'une lumière dorée, les 3 restèrent là, se tenant l'un l'autre, plus de mots nécessaires, parce que parfois le bonheur n'a pas besoin d'être exprimé. Il a seulement besoin d'être ressenti, vécu, chéri moment par moment. L'histoire de Maxwell et Cassidy est une preuve de cela. Que la lumière peut être trouvée dans les endroits les plus sombres, que l'amour peut grandir du sol le plus aride, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que la famille n'en est pas le sang, mais les personnes qui choisissent de rester à travers la tempête. Et surtout, que chaque jour où nous sommes en vie est un cadeau précieux qui mérite d'être honoré. La vie peut nous conduire dans des impasses sombres. Elle peut nous jeter des obstacles qui semblent impossibles à surmonter. Mais tant que nous n'abandonnons pas, tant que nous osons croire en demain, la lumière viendra. Peut-être de là où nous l'attendons le moins. Peut-être de la main de quelqu'un que nous n'aurions jamais imaginé nous sauver. Mais elle viendra. Et c'est le message que cette histoire veut partager avec vous tous. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne pas manquer les nouvelles vidéos chaque jour. Laissez un like si vous avez aimé le contenu et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Comment cette histoire vous a-t-elle fait sentir? Avez-vous déjà rencontré des moments qui semblaient impossibles seulement pour que la vie vous surprenne à la fin? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Chaque commentaire que vous laissez est une puissante motivation pour nous de continuer à créer des histoires plus significatives. Je vous souhaite à tous qui regardez cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et des jours remplis de paix et de bonheur. Au revoir et nous vous reverrons dans la prochaine